Bienvenue dans le musée mouvant. L'histoire de l'art, racontée comme si vous y étiez. Souvent décrié et pas toujours compris, l'art moderne est pourtant dans la pure continuité des innovations de l'histoire française de l'art. Remontons ensemble le temps jusqu'au XIXe siècle pour mieux découvrir comment s'est transformée la peinture. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Gustave Courbet a cassé la gueule de la peinture académique. Le XIXe siècle, c'est l'époque des Napoléons, des bordels et des régimes politiques qui tournent mal. Mais c'est aussi celle de la peinture académique d'histoire, surnommée alors le grand genre. Ah ça, au début du siècle, on l'aime cette peinture d'histoire. Elle est classée tout en haut de la pyramide du style, ou ainsi qu'on l'appelait à l'époque, la hiérarchie des genres. C'est à elle que sont réservés les plus grands formats de tableaux. Super, vous allez me dire. Mais d'abord, c'est quoi la peinture académique d'histoire ? Non mais allô quoi. Eh bien, c'est la peinture issue de l'Académie des Beaux-Arts, dont les règles et les canons sont définis par l'art antique et dont le sujet exalte un thème historique ou religieux. L'un de ses plus fameux représentants fut David, l'auteur du Sacre de Napoléon, cette célèbre peinture du Louvre qui immortalise l'instant où l'empereur Napoléon Ier saisit la couronne des mains du pape pour s'en coiffer lui-même avant de couronner son épouse Joséphine. Je suis Napoléon. On retrouve dans ce tableau de grands poncifs de l'art académique. La ligne est nette, précise et met en valeur des idéaux esthétiques au ton parfois froid. La peinture académique règne alors sans partage, ou presque, durant toute la première moitié du siècle. Mais lentement, elle commence sérieusement à piquer du nez. Vers 1840, elle fait toujours consensus, mais perd peu à peu de sa vitalité. Elle se met à surenchérir dans le théâtral, tendant presque vers le mélodrame. On veut que les scènes soient percutantes, spectaculaires à tout prix, quitte à tomber dans le kitsch. C'est l'avènement de l'art pompier, des rengaines antiques usées jusqu'à la corde. Les canons et les règles académiques lassent, et de plus en plus d'artistes s'en détournent. On n'en veut plus. Le premier à décrocher un énorme uppercut dans la mâchoire des Beaux-Arts et à faire trembler le monde de la peinture s'appelle Gustave Courbet. Nous sommes à Paris, en 1850, au salon de peinture et de sculpture du Palais Royal. Oh, pas grand-chose, hein. Rien de moins que l'événement artistique annuel majeur du monde occidental. C'est tout. La foule se presse dans les salles, serpente au milieu des statues et des tableaux qui recouvrent les parois jusqu'au plafond. Des artistes fébriles observent les réactions. Les salons sont si importants pour eux, c'est là qu'ils se font connaître, plaisent ou scandalisent, et surtout vendent leurs toiles. Tiens, là-bas des cris se font entendre. Ce sont des critiques qui s'écharpent devant un accrochage. On y voit un Delacroix, un intérieur grec de Gérôme et... qu'est-ce que c'est ? Écrasant les autres œuvres de son immense taille, une gigantesque peinture domine la salle. Un tel format n'est réservé qu'à la grande peinture d'histoire. Pourtant, il ne représente qu'un enterrement. Pire, l'enterrement d'un inconnu. Il y a 47 personnages figurés sur le tableau, mais pas un seul de reconnaissable. Ce ne sont que des anonymes, des gens ordinaires. Mais qui ose donc usurper les privilèges du noble genre pour peindre de telles banalités ? Approchons-nous du cartel. Gustave Courbet, l'enterrement à Ornans. Les tons sont terreux, la tombe du mort s'ouvre béante devant les yeux médusés de l'assistance, et les touches rapides du peintre sont si loin de la minutie habituelle que l'on croit à un travail inachevé. Le scandale est retentissant. Les écrivains rivalisent d'articles et de pamphlets pour écorner Gustave Courbet ou, à l'inverse, le porter au nu. Quoi qu'il en soit, l'artiste a réussi un sacré coup d'éclat. En plus d'affoler par sa manière de peindre, qui s'éloigne des lignes si précises de l'académisme, Courbet déplace avant tout le débat sur le sujet de la peinture. Pas de grands héros, pas de vaillants guerriers, ni la moindre petite nymphe antique, mais des pécores, des illustres inconnus, des Jean-Michel de la rue. Les artifices et la pompe, Courbet s'en fiche. Son seul modèle est la vérité sans compromis de la nature. Il baptise lui-même cette tendance qu'il popularise, le réalisme. Il n'est pas exempt de malice non plus, ce cher Courbet. Au-delà de sa sincérité indiscutable, il tient à choquer les bourgeois et à s'insurger contre les clichés de son siècle. Sa rébellion va même plus loin que ses seuls tableaux et manifestes. Il organise la dissidence artistique. 5 ans après ce fameux salon, en 1855, a lieu la première exposition universelle à Paris. La capitale s'agite dans tous les sens, mais Courbet, lui, enrage. Il s'est fait refuser au salon de cette année.
« Ah, c'est comme ça, se dit-il. Et rira bien qui rira le dernier. » Punk avant l'heure, il plante son pavillon juste à côté de l'exposition universelle et l'intitule « Le pavillon du réalisme ». À l'intérieur, il règle ses comptes, notamment en présentant sa peinture nommée « L'atelier du peintre », une sorte d'autoportrait allégorique où il se représente dans son atelier presque en juge, devant, à sa droite, des amis, dont Baudelaire, les vrais amateurs d'art, et à gauche, les ennemis, les obtus, les hypocrites qui le conspuent. Au centre, une femme nue que l'on prendrait pour un modèle symbolise en fait la vérité. Alors que la peinture académique s'effondre, Courbet a déjà tout gagné. On ne fait attention qu'à lui, on n'écrit que sur lui, on ne parle que de lui. Il divise, les jeunes peintres se ruent à sa suite. Après cet épisode, il incarne un nouveau modèle. Les critiques, elles, le fustigent avec violence. Gustave Courbet serait le premier artiste à faire entrer le laid et le grotesque dans l'art. Néanmoins, il a gravé son empreinte dans l'histoire française de la peinture, presque comme un préfigurateur des avant-gardes futures. C'était Camille Dupont-Quéron dans le musée mouvant.